Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cet ultime débat de la campagne des législatives 2022 sur France 3 Normandie. Nous nous intéressons ce soir à une circonscription qui est très observée. C'est la 6e circonscription du Calvados, celle de Vire, Condé et Évrecy. Bonsoir Freddy Certain, Bonsoir. Vous êtes le binôme d'Elisabeth Borne et c'est bien pour ça que cette circonscription est très observée puisque c'est celle où se présente la Première ministre sous la bannière Ensemble. Bonsoir Noé Gauchard, Bonsoir. Vous êtes sous l'étiquette NUP, vous êtes arrivé en seconde position. Lors du scrutin dimanche dernier, Madame Borne et Monsieur Certain ont réalisé 34,32% des voix et vous, Monsieur Gauchard, 23,53%. Il y a en gros 5000 voix de retard pour vous, 24,53%. Il y a en gros 5000 voix d'écart. Vous confirmez le chiffre, c'est ça? Ok. Monsieur Certain, une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes là aujourd'hui? On est ravis. Et pourquoi ça n'est pas Elisabeth Borne? Mais écoutez, nous avons toujours été très clairs avec Elisabeth depuis le début de cette campagne, assurant le rôle et la fonction de Première ministre, chef de gouvernement, chef de la majorité. Nous avons décidé, en termes d'organisation de campagne, de pouvoir à la fois assurer la campagne sur le terrain et bien entendu les missions qui lui sont confiées pour ce gouvernement. Alors, je le disais, 34,32% des suffrages au premier tour dimanche dernier, pour une participation de 51,16%, ce qui est plus d'un électeur sur deux, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a eu beaucoup de circonscriptions où on était à moins d'un électeur sur deux. Votre impression sur ce premier tour dimanche dernier? Eh bien, écoutez, les électeurs nous ont permis d'être en tête de ce premier tour et je tenais à les remercier de leur confiance. Ça démontre que notre engagement sur le terrain, l'écoute, l'accessibilité qu'on a pu avoir avec l'ensemble de nos concitoyens ont pu payer lors de ce premier tour. Et vous, Monsieur Gauchard, une idée sur ce premier tour? Je regrette d'abord l'absence d'Elisabeth Borne dans ce débat, puisque je pense que c'est la seule candidate de France qui se fait remplacer par son suppléant. Et je n'ai rien contre vous, mais je trouve ça assez malhonnête et assez irrespectueux envers les électrices et les électeurs. Si c'est elle la vraie candidate et si elle a choisi en tant que Première ministre de se porter candidate, eh bien elle doit aux électeurs le débat démocratique comme dans toutes les circonscriptions. Si c'est une question d'agenda et de manque de temps au vu de ses fonctions de Première ministre, eh bien je pense que ça laisse à désirer par rapport à sa présence réelle en circonscription si elle est élue, comme elle le prétend actuellement. Ces résultats, je pense qu'ils montrent qu'il y a un engouement pour notre force politique avec la nouvelle Union populaire et que nous sommes très proches du score de Madame Borne et donc il est tout à fait possible de l'emporter ce dimanche. Alors, à propos de cet agenda partagé, on va dire, entre Monsieur Certain et Madame Borne, elle a quand même été très claire. On va l'écouter. Elle l'a dit dimanche dernier. C'est bien Freddy Certain qui siégera en cas de victoire. Elle se concentrera sur Matignon. On écoute Elisabeth Borne. Si je l'emporte, c'est mon suppléant Freddy Certain qui siégera à l'Assemblée nationale. Mais moi, je tiens à être présente dans la circonscription, à venir régulièrement, à tenir des permanences dans la circonscription, à continuer à échanger avec tous les acteurs du territoire. Je le redis, les entreprises, les associations, les agriculteurs. C'est très important pour moi et vous savez, j'ai beaucoup appris dans ces échanges et ça nourrit y compris les projets que je peux mener au niveau national. Et puis, je suis aussi attachée à défendre les projets de la circonscription et c'est donc ce que je ferai. Elle est claire, Monsieur Gauchard, Madame Borne? Elle est claire, mais pour moi, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si ça lui tient réellement à cœur d'être candidate comme ça, qu'elle joue le jeu jusqu'au bout en participant à ce débat démocratique, et si elle annonce dès maintenant que c'est Monsieur Certain qui siégera, et bien que ce soit lui qui soit candidat et qui prenne le risque sur sa personne face aux électeurs. Ce double jeu n'est pas honnête, je trouve, vis-à-vis des citoyens. Vous parlez de double jeu, vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ça? Écoutez, non, bien entendu, on est clairement sur un engagement démocratique. Nous avons toujours été très clairs vis-à-vis de nos concitoyens. Si demain, ceux-ci nous font confiance, ils pourront s'appuyer sur un député et une première ministre pour justement faire rayonner ce territoire et accompagner à son développement. Donc nous avons toujours été très clairs avec nos concitoyens sur la structuration de notre binôme. Monsieur Gauchard, je le disais tout à l'heure, participation de 51,16%, un petit peu plus d'un électeur sur deux qui s'est déplacé. Vous avez en gros 5000 voix de retard. Comment on mobilise entre les deux tours? Comment on va chercher ces 5000 voix, enfin 5001 au moins, pour passer devant et être élu dimanche prochain? Moi, je pense que ça fait toujours près d'un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé. Et je pense que c'est ça le gros problème démocratique, pas uniquement dans la circonscription, mais partout sur le territoire. Et je pense que ça, toutes les forces politiques le regrettent. Et que nous devons convaincre toutes ces personnes qui se sont abstenues d'aller voter.
Moi, je leur dis, toutes celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, je les invite à se rassembler autour de ma candidature pour envoyer un message fort au niveau national, non seulement changer de force politique présente dans la circonscription, mais également faire démissionner cette première ministre qui s'est engagée à démissionner si jamais elle n'était pas élue ici dans la circonscription. Et c'est important de montrer que si Emmanuel Macron a été élu à la présidentielle, non, les citoyens ne valident pas sa politique sur le territoire. Et le score énorme réussi par la nouvelle Union populaire au niveau national, je pense, le prouve. Et dans cette circonscription, on peut envoyer ce message très symbolique, et ceci via ma candidature au deuxième tour. Parce que le message de tous les candidats d'ensemble et de la majorité présidentielle, un peu partout en France et dans toutes les circonscriptions, c'est justement valider le deuxième tour de la présidentielle, valider la réélection d'Emmanuel Macron pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. C'est bien ça, monsieur Certain? Alors, clairement, l'objectif pour nous sur cette candidature est de pouvoir donner une majorité à notre président, mais surtout, contrairement à M. Gauchard, donc le représentant de la France Insoumise, et de Jean-Luc Mélenchon sur le territoire, nous ne portons pas ce débat sur un enjeu national, nous ne portons pas ce débat sur une somme de division, nous souhaitons rassembler autour de notre projet, autour de notre programme, pour ce territoire, et non pas pour semer, entre guillemets, le chaos ou amener différentes problématiques qui conduiraient notre pays, je ne dirais pas à sa perte, mais en tout cas vers d'autres nouvelles problématiques que nous ne souhaiterions pas avoir face à nous. On va écouter à nouveau la Première ministre sur cette mobilisation pendant cette semaine d'entre-deux tours, entre le 12 et le 19 juin. Nous sommes la force politique qui a le plus de candidats au deuxième tour. Nous avons des candidats de la majorité présidentielle dans les 3/4 des circonscriptions et nous allons être très mobilisés toute cette semaine pour donner une majorité claire et forte pour soutenir le projet du président de la République. Nous avons besoin de cette majorité. La France a besoin de cette majorité. Voilà, donc les choses sont claires là aussi, monsieur Gauchard. Et vous, justement, vous ne voulez pas de cette majorité ensemble à l'Assemblée nationale? Non, tout à fait. Alors, premièrement, je voudrais dire que M. Certain insiste là-dessus, mais je ne suis pas le représentant de la France Insoumise ici. Nous avons une coalition, la Nouvelle Union Populaire, et je voudrais que vous respectiez ceci. Nous respectons votre coalition ensemble, donc je vous propose de faire de même. Nous, c'est pas un choix, je ne parle pas d'un choix uniquement national. C'est aussi un message national, puisque la Première ministre est candidate ici, mais évidemment que nous avons un projet pour le territoire. Et j'invite les gens à faire un choix entre les deux projets que nous portons et qui sont très différents. Et M. Certain parle de mener la France au chaos, mais je pense que la France y est déjà après un mandat d'Emmanuel Macron de 5 ans comme celui-ci. Et donc je leur propose le choix entre un projet qui est le nôtre, qui s'attache au pouvoir d'achat, qui s'attache à la relance des services publics dans les territoires, qui s'attache à avoir une politique proche des citoyens et des citoyennes, ou une politique de casse sociale, une politique de maltraitance comme celle qui a été menée par Emmanuel Macron et donc par sa ministre pendant 5 ans, Elisabeth Borne, qui veulent porter la retraite à 65 ans, qui ont défiguré l'assurance chômage, qui ont cassé la SNCF et toutes ces autres réformes qu'ils ont portées. Cette France-là, nous n'en voulons pas. Et c'est pour ça que j'invite les électeurs et les électrices de la circonscription à se rassembler autour de ma candidature, qui est celle qui porte des mesures de pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires, d'abaissement de l'âge de la retraite. Voilà ce que nous portons pour la France, et je pense qu'on est loin du chaos. Alors, on va rentrer justement dans les problématiques de cette circonscription. Pouvoir d'achat, effectivement, désenclavement, l'avenir de l'hôpital de Vire aussi, le monde hospitalier. J'ai quand même une dernière question politique à vous poser, monsieur Gauchard. Sur les réserves de voix, où vous les trouvez ? Il y en a partout, je vous disais, il y a plus d'un électeur sur deux qui ne s'est pas mobilisé à ce premier tour, et j'en connais déjà beaucoup qui vont se mobiliser sur ce deuxième parce qu'ils me font confiance autour de ma candidature. Et il y a aussi beaucoup d'électeurs et d'électrices qui ont voté pour d'autres candidats et qui désormais dans ce deuxième tour ont un choix à faire, un choix clair entre notre projet qui est celui d'accompagner les citoyennes et les citoyens et le projet, je le disais, de destruction en face de nous qui a déjà été porté pendant 5 ans et qui risque de faire encore plus de mal. Et tous ces citoyens, ces citoyennes qui sont dans la souffrance, qui ont exprimé un vote clair, parfois même de rejet lors de ce premier tour, qui peuvent se joindre à moi pour ce deuxième. Alors, rentrons dans les problématiques de cette circonscription avec vous, Freddy Certain. C'est une circonscription géographiquement qui est très allongée, hein. On parle souvent d'une espèce de fracture entre l'Est et l'Ouest. Le pouvoir d'achat, il est important parce qu'il y a un problème notamment de transport en commun. Il faut souvent avoir sa voiture pour se déplacer, pour aller faire ses achats, pour se déplacer vers les services publics. Et ça, c'est important et c'est le dossier du pouvoir d'achat qui est apporté. Alors tout à fait.
Sur cette problématique du pouvoir d'achat, il faut, et nous nous engageons, si nous sommes élus, à pouvoir accompagner demain les gros rouleurs qui rencontrent des problématiques justement de pouvoir d'achat au regard du prix du carburant. Nous maintiendrons la remise de 18 centimes sur le litre de carburant. Nous nous engageons également à pouvoir accompagner les familles à pouvoir acquérir un véhicule électrique à moins de 100 € par mois. Nous allons mettre en place également un chèque alimentaire à la rentrée. Tous ces projets seront portés par la majorité si nous sommes élus dimanche prochain. Concernant ce territoire en tant que tel et cette notion de désenclavement, il est clair que notre population, à l'heure actuelle, doit utiliser régulièrement son véhicule pour pouvoir se déplacer. Et l'objectif pour nous demain est de pouvoir l'accompagner, de faciliter au mieux ses déplacements. Et comment on améliore le réseau de transport en commun, par exemple ? D'ores et déjà, en soutenant entre autres le désenclavement du territoire par des aménagements entre l'axe Vire-le-Poteau, actuellement mené par le Conseil départemental du Calvados, projet que nous soutiendrons et que nous encouragerons à améliorer. Nous souhaitons également repenser l'offre ferroviaire sur le territoire. Un sujet est actuellement sur la table concernant le tronçon de la ligne Caen-Flers. Alors clairement, on est sur un projet à 80 millions d'euros. Des études ont été régulièrement menées, que ce soit avec les élus, que ce soit avec le conseil régional. Si demain nous sommes élus, nous organiserons une grande concertation sur le sujet afin de réunir autour de nous les usagers, les élus, la SNCF, afin de voir comment nous pouvons aussi améliorer cette offre de mobilité. Le ferroviaire et le train, c'est un vrai sujet en Normandie. On est bien d'accord. Hein. L'objectif également est aussi d'améliorer l'offre de transport entre Paris et Granville, donc l'axe Paris-Granville avec la gare de Vire, avec une refonte des horaires. Donc là, on a tout un travail sur cette offre également. Accompagner aussi l'ensemble de nos collectivités, que ce soit des villages et des villes, à pouvoir déployer des véhicules en autopartage, déployer de nouvelles bornes électriques sur l'ensemble du territoire, puisque notre cohérence sur ce projet porte sur une adéquation entre l'écologie et la mobilité. L'objectif étant pour nous demain de pouvoir accompagner au mieux nos concitoyens vers la transition écologique en termes de moyens de transport. Alors, au niveau du désenclavement, il y a des entreprises très importantes dans cette circonscription, comme Guy Degrenne ou Normandis, par exemple. Ils ont un problème d'attractivité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver assez de salariés. Comment on peut remédier Je voudrais revenir quand même sur la question du pouvoir d'achat pour pouvoir répondre à ça. Bien sûr, ça en fait partie aussi. Bien sûr, mais sur la question de l'essence, par exemple, vous savez à combien il est le litre de gasoil aujourd'hui ? Il est à près de 2,30 €. Donc une remise de 18 centimes, ça ne la baisse même pas sous le seuil des 2 €. C'est encore beaucoup trop pour de nombreuses personnes. C'est pour ça que nous, on propose complètement autre chose, qui est le blocage des prix, non seulement de l'essence, mais également des produits de première nécessité, à 1,40 € le litre. Et ça va permettre de soulager les personnes qui, aujourd'hui, sont dans une grande difficulté par rapport à ça. Sur la question du ferroviaire, je trouve ça amusant de voir des gens qui ont été au gouvernement pendant 5 ans, qui ont fait tout le contraire. C'est-à-dire que la loi portée en 2018, notamment par Elisabeth Borne, au ministre des Transports, a supprimé plein de petites lignes de train partout en France. Donc relancer le Caen-Flers, nous, c'est quelque chose sur lequel on se bat depuis des années et que nous ferons dès notre arrivée au pouvoir. Et ce n'est pas une question de réflexion, puisque toute cette réflexion-là, elle a déjà été menée par de nombreuses associations, par les cheminots eux-mêmes, et que donc c'est tout à fait possible de le relancer. Et c'est la même chose pour la ligne Paris-Granville, qui subit de nombreuses difficultés aujourd'hui, pour lesquelles des collectifs de citoyens, de lesquels ma suppléante, entre autres, est engagée à Vire, se sont beaucoup mobilisés. Donc bien sûr que c'est possible de désenclaver de cette façon-là. Et sur l'attractivité, alors, les sur salariés ? L'attractivité de l'emploi, nous, on propose une grande revalorisation des salaires qui ne se fera pas au détriment des patrons de TPE et de PME, puisque nous les aiderons à financer cela. Nous les aiderons à financer notamment le SMIC à 1 500 € et d'augmenter également les autres salaires pour permettre des meilleures conditions de travail et donc une meilleure attractivité de ces emplois-là. Et je le disais, ça ne se fera pas au détriment de ces personnes-là, de ces patrons de TPE, PME, puisque nous les aiderons. Et puis en plus, augmenter les salaires de la sorte relancera évidemment la consommation et donc relancera l'économie et donc permettra plus de cotisations et donc permettra un meilleur système de protection sociale, de retraite notamment. Tout ça fonctionnera de façon cyclique. Et donc cette augmentation que nous proposons des salaires avec une augmentation globale et notamment le SMIC à 1 500 € net permettra de soulager la question du pouvoir d'achat, de relancer l'attractivité des emplois et donc avoir un double bénéfice. Alors, venons-en à un gros dossier aussi, j'en parlais tout à l'heure, du médical et de l'avenir de l'hôpital de Vire, qui est en déficit. Il y a eu des aides accordées à l'hôpital de Vire, mais il a toujours à peu près 12 millions d'euros de déficit. On est sur ces chiffres-là. Comment on améliore la situation ? Il y a eu 150 lits qu'on fermait déjà. La maternité qui a fermé
formé en 2013. Je sais que c'est un de vos combats, on y viendra dans un instant. Comment on améliore la situation à l'hôpital de Vire, monsieur Certain ? Écoutez, concernant l'hôpital de Vire, il y a une dizaine d'années maintenant... Et le monde médical en général, parce que le bocage n'est pas très bien servi, on va dire. En tout cas, concernant l'hôpital de Vire, il y a une dizaine d'années maintenant, a été créé ce qu'on appelait les groupements hospitaliers de territoire, qui ont fait fusionner ces deux établissements. Il y a eu clairement une fuite de praticiens vers l'hôpital de Flers, au détriment de l'hôpital de Vire, qui celui-ci a été transformé donc en hôpital de proximité. Il y a quelques années, nous avions porté une réflexion pour travailler conjointement entre la clinique et l'hôpital, afin d'ores et déjà de maintenir un service d'urgence de qualité, de permettre à tous nos concitoyens d'être pris en charge au plus près de leur territoire. À l'heure actuelle, l'objectif pour nous est de pouvoir travailler plus largement avec l'ensemble des acteurs du territoire en termes de santé. Que ce soit l'hôpital de Vire, que ce soit la clinique, que ce soit les médecins libéraux, les pharmaciens, le monde paramédical. Clairement, demain, nous devons pouvoir de nouveau rendre attractif notre territoire pour installer de nouveaux praticiens, et ça passera par une concertation et une structuration au sein d'un contrat local de santé. L'objectif pour nous étant, pour chaque concitoyen virois de pouvoir, et du territoire, de pouvoir être pris en charge le plus rapidement possible des soins de qualité et des soins de proximité. Et vous alors, monsieur Gauchard, je sais que le combat pour la maternité, il vous tient à cœur. Bien sûr, c'est le combat pour rouvrir la maternité à Flers, c'est le combat pour rouvrir tous les services de spécialité qui ont fermé progressivement à Vire, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de se déplacer à Saint-Lô ou à Flers quand ils ne peuvent pas, quand ils ne sont pas en capacité de conduire, quand ils n'ont pas de voiture. Et puis, sur l'aspect de la clinique, je trouve ça très dérangeant, parce que bon, on le sait, monsieur Certain est directeur de la clinique, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des soins quand il y a des dépassements d'honoraires, par exemple, à la clinique. Et à ce titre, je voudrais citer quelqu'un qui est un spécialiste de la question, que vous connaissez peut-être, qui est Pascal Martin, qui est médecin à Vire, et qui a dit sur Radio VFM qu'il ne voterait pas pour Madame Borne au deuxième tour et qu'il ne voterait pas pour monsieur Certain, son suppléant, en disant que tout ce qui a été fait contre l'hôpital public pendant ces 5 dernières années est catastrophique, et que pour quelqu'un qui s'y connaît comme lui, qui est un médecin, dit que ce transfert de services de spécialité dans une clinique privée, donc une entreprise privée qui n'est pas un établissement public, qui n'est pas un établissement dans lequel l'État peut investir pour des soins de qualité et sous la houlette du secteur public, eh bien c'était absolument indécent. Et voilà, quand on voit des médecins comme ça qui ne sont pas du tout de mon bord politique, mais qui nous alertent sur des choses comme ça, eh bien ça nous rend extrêmement sensibles à cette question du service public. Donc nous, c'est relancer l'hôpital public avec des emplois publics et des lits d'hôpitaux pour un service de proximité et de qualité, et mettre fin justement au GHT, au groupement hospitalier, et puis aussi relancer la médecine de campagne en incitant les jeunes médecins à s'installer dans la campagne, parce qu'il n'y a pas que Vire, il y a toute cette zone entre Vire et Caen qui est relativement délaissée et dont on a besoin de faire envoyer des jeunes médecins de campagne dans toutes ces zones-là. On peut les inciter. Je voudrais rebondir sur le sujet financière. Sur le sujet concernant Pascal Martin. Le docteur Pascal Martin. Concernant justement le sujet, enfin, je pense que M. Gauchard n'a pas pris toutes les informations nécessaires concernant le dossier de l'offre de soins sur le territoire. Attention, pendant la crise Covid, Merci. Nous avons travaillé avec l'hôpital, la clinique, l'ensemble de la médecine de ville pour pouvoir offrir un service de vaccination dès le 4 janvier, permettant à plus de 50 000 de nos concitoyens d'être vaccinés régulièrement, et ce pendant 18 mois. Mais aucun problème. Qu'on soit très clair sur le sujet, l'objectif pour nous demain est de développer des partenariats publics-privés. Car vous devez quand même l'avoir à l'esprit, bon nombre maintenant de praticiens souhaitent pouvoir pratiquer autant dans le public que dans le privé. C'est votre vision de chef d'entreprise d'une entreprise privée comme la clinique. C'est pas nouveau, ça, des médecins ce n'est pas qui alternent entre le secteur public et le secteur privé. Eh bien, on est d'accord. Justement, ce n'est pas pas nouveau, sauf que l'objectif pour nous demain est de pouvoir rendre plus attractif, puisque encore une fois, cette offre n'est pas forcément visible sur ce territoire, et en concertation avec la médecine de ville, pouvoir justement accueillir de nouvelles spécialités, structurer des maisons médicales dans l'ensemble du monde rural, et pouvoir aussi accueillir des internes qui, demain, auront fait le choix de s'installer sur un territoire qu'ils auront découvert pendant leurs études. Mais sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même urgence aux urgences. On le voit régulièrement. Là, c'est demain qu'il faut réagir. Comment on peut inciter les jeunes médecins, par exemple, à s'installer dans le bocage ? Écoutez, on les incite justement en communiquant sur la qualité de vie dans ce bocage, en structurant une offre pour les accueillir, donc les accueillir avec leur famille, structurer des pôles de santé, car les nouveaux médecins ne souhaitent plus travailler seuls ou de manière isolée, tel qu'on a pu le connaître il y a 20 ou 30 ans. Donc ils ont besoin d'être rassurés, de se retrouver dans une structure où ils peuvent échanger, débattre sur des pathologies. Donc c'est toute cette offre-là que l'on souhaite construire en partenariat et en lien tant avec les élus qu'avec les praticiens
présents sur ce territoire. Et concernant le principe des urgences, je sais que les urgences de vie reviennent régulièrement sur la table où font les lignes de certains médias. Il y a quelques années maintenant, nous avions eu justement pour projet de structurer une offre de soins en transférant les urgences de l'hôpital de Vire sur la clinique Notre-Dame, mais en partenariat avec des praticiens du public, des salariés du public. Encore une fois, arrêtons de vouloir toujours diviser des structures et créons une union autour de cette offre de soins pour permettre de soigner au mieux nos concitoyens, parce qu'à l'heure actuelle, ce que souhaite un concitoyen au plus près de chez lui, c'est d'être soigné et d'être pris en charge le plus facilement possible, de façon et peu chère, de manière qualitative. accessible et par le service public. Alors, il nous reste 1 minute 30. C'est passé très vite. Je sais, c'est ce que vous allez me dire, et vous allez ressentir de la frustration parce que vous n'avez pas pu exprimer toutes vos idées. J'aimerais, on connaissait le mois président de François Hollande, faire le mois député. Monsieur Gauchard, vous pouvez commencer. Vous, député dimanche dernier, député dimanche prochain, votre première mesure à défendre au Palais Bourbon, c'est quoi? Moi, député, je serai un député présent, un député sur le territoire, puisque c'est un territoire que je connais parfaitement. Et ma première mesure, on en parlait, ce sera une grande relance des services publics. On a parlé du service public hospitalier, mais il y a aussi la question des écoles, il y a la question de la poste, il y a la question des services publics administratifs, du service public ferroviaire, et donc une grande loi de réinvestissement dans tous ces services publics qui ont été fermés ces dernières années pour avoir une politique qui soit au plus près des citoyens et des citoyennes et un service public qui soit un service aux citoyens qui partent de leurs besoins et qui ne soit pas dans une notion permanente de profit comme le sont les entreprises privées et qui soit là au soutien des citoyens et des citoyennes. Merci, monsieur Gauchard. Vous, député, première mesure? Écoutez, la première mesure, en tout cas pour nos concitoyens, ça va être une loi d'urgence pour la préservation de leur pouvoir d'achat, que ce soit sur le carburant, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur leurs déplacements. Et puis, bien entendu, être sur le territoire, accompagner les projets de nos concitoyens et de nos forces vives afin de les porter au mieux. Merci beaucoup, monsieur Certain. Merci beaucoup, monsieur Gauchard. On vous retrouvera dimanche soir en duplex depuis Gire. En espérant que madame Borne soit là cette fois-ci. Vous voyez, merci, monsieur Gauchard. C'est la fin de ce débat. Dans un instant, le journal, bien sûr, sur France 3 Normandie. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.